Allez, bon courage. Madame professeur Bouzid, vous êtes gynécologue. Gynécologue, voilà. À quel hôpital? Hôpital Aïntaya, le PH Aïntaya. Essayez de me convaincre que l'endométriose est une maladie vraie, qu'elle a une existence. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours douté de son existence. Oui. Là, je me suis dit peut-être que c'est un fourre-tout quand les spécialistes ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont et que le gars est endométriose. Oui, c'est vrai que... Est-ce que ce n'est pas quelque chose même un peu de péjoratif pour une patiente? On ne sait pas ce qu'elle a, elle est endométriose. Non, justement, il faudrait suivre un peu les choses de fil en aiguille pour penser à cette pathologie. C'est vrai que le fait qu'il y ait des symptômes comme ça divers provoque la confusion et le retard de diagnostic. Mais après, vous allez voir, on va un peu expliquer le mécanisme physiopathologique, quoique je ne vais pas prétendre l'expliquer, puisque c'est toujours très complexe et encore mal élucidé. Ben, je vais vous dire ce que je sais, mon expérience, et puis surtout, elle est intitulée « Prise en charge par le généraliste ». Donc, on ne peut pas parler de prise en charge si on n'explique pas un peu ce que c'est. Il faut nous convaincre que ça existe. Inch'Allah. Et on va dire à quel moment le généraliste va intervenir, et puis vous allez voir que moi je pense que le généraliste joue quand même un rôle assez important dans sa prise en charge. Alors vous avez, comme dans les grossesses, il y a 3 trimestres, vous avez un trimestre, 20 minutes. Inch'Allah, espérons finir. D'ailleurs, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour présenter l'endométriose. C'est pas une pathologie chez nous, peut-être qu'elle n'est pas très diagnostiquée, mais c'est une pathologie quand même qui est très fréquente dans le monde, puisque vous voyez qu'elle représente 10%, soit 190 millions de patientes. C'est une maladie gynécologique, oui, chronique. Ça veut dire qu'elle va durer pendant toute la période d'activité génitale. Elle commence avec la puberté et en général elle s'arrête quand les hormones s'éteignent, c'est-à-dire à la ménopause. Elle est inflammatoire, elle est dominée par la composante inflammatoire. On va voir après tous les symptômes liés à l'inflammation. Et le problème, c'est que effectivement, ces effets très variables, toute cette symptomatologie qui est très variable d'une femme à une autre, variable pour une même femme durant des périodes de sa vie. Donc, qui rend justement le diagnostic difficile et on cerne très mal l'évolution de cette maladie. C'est une cause très fréquente d'infertilité et elle est à l'origine de façon fréquente des douleurs pelviennes avec des symptômes qui tardent, qui durent, qui perdurent, qui sont récurrents. Et c'est un lourd fardeau avec toutes ces conséquences. C'est un lourd fardeau socio-économique pour l'individu et pour le pays. Ces symptômes retentissent énormément sur la qualité de vie de ces patientes et pour la définir histologiquement, elle est définie histologiquement, c'est la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité, en dehors de son endroit habituel. Comme on dit, ça veut dire que les cellules migrent ailleurs et là où elles vont aller, elles vont provoquer des lésions que nous allons voir ensemble. Ces amas cellulaires vont entraîner des espèces de lésions parce que c'est des cellules endométriales. Elles vont sécréter donc du sang et elles vont laisser derrière elles des remaniements avec l'accompagnement de l'environnement et le tout va occasionner des symptômes. Mais parfois, dans certaines situations, elle peut être asymptomatique. Et ça fait que le diagnostic, parfois, il est retardé. Des fois, on trouve chez les femmes ménopausées, on les opère pour haute pathologie, et on trouve dedans des nodules d'endométriose qui étaient là, quiescents pendant toutes ces années. Elle est multifactorielle, parce qu'elle fait intervenir et la génétique, l'épigénétique, l'environnement, et bien sûr, elle fait l'apanage de la menstruation, on va voir comment. Et quand elle est symptomatique, bien sûr, elle nécessitera une prise en charge, et à chaque fois qu'elle va altérer la fonction d'un organe, on est obligé de faire une prise en charge. Alors les localisations, où est-ce qu'on trouve ces amas de cellules endométriales au niveau, donc dans le corps, on les trouve en fait dans la cavité abdominale, parce qu'elles passent à travers la trompe. C'est la théorie la plus retenue. Il y a une migration des cellules endométriales et des cellules inflammatoires et le liquide qui l'accompagne dans la cavité, et elles vont se déposer dans les parties déclives. C'est les régions les plus fréquentes, c'est-à-dire elles vont se trouver ici, au niveau du cul-de-sac de Douglas, elles vont se fixer un peu sur le utérosacré et parfois elles vont infiltrer la cloison rectovaginale pour entrer dans les profondeurs et elles vont infiltrer les nerfs et même la paroi du digestif. Mais aussi on peut les trouver dans le cul-de-sac antérieur, entre la vessie et l'utérus et parfois même en rétropéritonéal dans l'espace de Rhésus. Sur la trompe moins fréquemment, mais on les retrouve aussi sur les séreuses du digestif et même plus loin. Donc,
Cette endométriose, justement, elle est décrite comme un dérèglement physiologique. Et les mécanismes restent jusqu'à aujourd'hui mal élucidés et très complexes à comprendre. Beaucoup d'études ont énoncé des théories. Il y a des théories anciennes et des théories nouvelles. Mais ces théories sont en faveur d'un comportement tumoral de cette maladie. Ça veut dire que l'implantation de ces cellules au niveau des tissus en dehors de la cavité utérine vont se comporter comme un véritable cancer. Elles vont adhérer, elles vont l'infiltrer, s'entretenir et occasionner des lésions qui vont donner des douleurs et des altérations du fonctionnement des organes du pelvis, comme un cancer, sans être un cancer. La théorie la plus ancienne et la plus retenue, et qui est toujours d'actualité, c'est le reflux à travers la trompe. Ce reflux, bien sûr, est majoré chez les patientes qui ont des malformations utérines. Quand elles ont des cloisons, des déviations, ça favorise le reflux. Mais sinon, ce reflux, vous voyez, il date déjà depuis 1920, exposé par Samson. Et qui, ces cellules vont passer au travers et ces cellules, elles sont déjà anormales. Et même l'endomètre ectopique, l'endomètre eutopique est anormal. Et elles vont adhérer et elles vont se comporter comme des cellules tumorales. Alors, cette régurgitation est un phénomène qui est observé quand même chez pas mal de femmes, parce que quand on fait l'échographie chez des femmes en général qui ont des règles, pendant la période des règles, on trouve des menstruations dans l'abdomen. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait de l'endométriose. Donc il y a quelque chose de particulier chez ces femmes-là, chez lesquelles ces amas vont adhérer et s'incruster. Alors, ça n'explique pas, la théorie de reflux n'explique pas la localisation à distance de ces amas, puisqu'on a de l'endométriose dans le diaphragme, dans le poumon et dans le cerveau. Donc, il fallait supposer autre chose. Alors, les deux autres théories, mais elles sont quand même anciennes, c'est la métaplasie célomique. Bon, on a dit que peut-être les cellules les cellules du péritoine se métaplasient, se transforment en cellules endométriales et se mettent à sécréter. Ou aussi une théorie de métastase, puisque pour retrouver des cellules d'endomètre au niveau du cerveau, c'est qu'il faut passer par les vaisseaux ou pour les lymphatiques. Donc aussi, on a émis l'hypothèse de la métastase lymphatique et vasculaire, tout comme le cancer. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cellules souches, de la moelle osseuse qui migrent quelque part et qui ont le potentiel de se différencier en cellules endométriosiques et qui seront des cellules anormales qui vont aussi adhérer. Et vous allez voir qu'il y a tout un processus propre à ces cellules-là. Ça explique un petit peu les localisations en dehors de l'abdomen. Les théories physiopathologiques, j'ai déjà dit que c'était complexe et pas très bien encore élucidé. Certainement, il y a une histoire d'anomalie moléculaire acquise ou innée dans ces cellules qui font qu'elles deviennent comme ça invasives. Et puis, il y a la participation de facteurs externes, des facteurs environnementaux, des facteurs infectieux, toxiques. Mais aussi, il y a un facteur génétique. Aujourd'hui, on parle d'héritabilité de cette pathologie et de mutation génétique, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de comorbidités qui associent l'endométriose. On voit des pathologies cardiovasculaires, on voit des maladies auto-immunes associées à cette maladie, et on voit même des cancers gynécologiques associés, puisqu'on a beaucoup d'associations cancer de l'ovaire et endométriose. Donc voilà, vous voyez dans ces amas, il y a toute une histoire ici par exemple, vous avez un développement de fibres neurologiques au niveau de ces amas qui vont être responsables de la douleur. Et vous avez au niveau de ce péritoine une baisse de l'immunité locale. C'est-à-dire que le péritoine, chez ces femmes-là, ne s'est pas protégé. Il a laissé ses implants l'infiltrer et y adhérer. Alors que normalement, l'immunité locale rejette ces cellules, les détruit et les pousse vers vers la destruction, comme chez les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et il y a de l'inflammation dans le péritoine, et cette inflammation retentit sur le fonctionnement de l'ovaire, puisqu'elle baisse l'ovulation, donc la fonction ovarienne, et elle baisse même le recrutement de ces ovaires. Elle baisse même la réserve ovarienne chez ces femmes-là, ce qui a été donc constaté. Et j'avais dit que l'endomètre lui-même était anormal. Donc la cellule, dès le début déjà, elle est anormale, et en se retrouvant à l'extérieur, elle va fonctionner comme une cellule anormale. Alors parfois, elle reste accrochée au péritoine, et ça fait de l'endométriose superficielle, mais parfois, elle pénètre à travers le péritoine et elle rentre dans les profondeurs et elle devient de l'endométriose profonde qui va infiltrer les nerfs, qui va infiltrer l'urtère, qui va infiltrer les parois rectovaginales et occasionner, en général, c'est celle qui donne plus de douleur chez la patiente. Donc voilà, alors on a évoqué beaucoup de choses. Les microbiomes du péritoine, ça a été aussi évoqué puisque le péritoine a son propre microbiome.
Et on sait que ce microbiome change au début des relations sexuelles. Et on a vu aussi que cette endométriose se voit chez les jeunes femmes qui ont des rapports sexuels précoces. Et ces amas, comme elles évoluent histologiquement, alors elles ont leur propre angiogénèse qui entretient leur prolifération. C'est des amas qui sont très sensibles aux oestrogènes. Et les oestrogènes, vous savez, elles sont proliférantes sur les cellules endométriales. Et elles s'arrangent elles sont résistantes à la progestérone. Donc elles répriment des récepteurs au sein de ces lésions, des récepteurs à progestérone. Et donc, du coup, ça favorise donc la prolifération. Et enfin, ces cellules, au bout d'un certain temps, vont évoluer normalement vers la cicatrisation. Donc le processus de fibrose va se constituer autour de ces amas au début, elles vont se rétracter et même la fibrose va rentrer à l'intérieur des amas pour étouffer cette lésion et elle va se stabiliser vers une lésion rétractile blanche mais qui aura déjà occasionné des rétractions, des adhérences qui eux-mêmes peuvent donner des douleurs et changer beaucoup l'environnement anatomique qui va être précaire pour la fertilité notamment. Donc on a parlé d'endométriose superficielle, vous avez la profonde, celle qui invagine, c'est celle qui est la plus difficile à opérer, puisque vous allez opérer quelque chose qui n'est pas cancéreux, mais vous allez rentrer dans les fins fonds du pelvis, donc avec les risques vasculaires, les risques de lésions du digestif et les risques de lésions urétérales. Donc beaucoup de morbidité chirurgicale pour l'endométriose profonde, pour une pathologie qui reste quand même bénigne. Après, vous avez l'endométriose ovarienne. Donc beaucoup de patientes consultent pour des kystes de l'ovaire et quand on fait de l'échographie, j'ai des images tout à l'heure, vous allez voir une image de kyste, c'est l'endométriose ovarienne. Ça veut dire que les îlots se sont mis sur la sérose ovarienne, se sont invaginés à un moment ou à un autre à l'intérieur de l'ovaire et ont sécrété à chaque cycle et ont développé un kyste donc de l'ovaire qui peut occasionner des douleurs et bien sûr qui va surtout altérer la réserve ovarienne et donc jouer un rôle dans l'infertilité. Aussi, elle peut envahir le myomètre par sa paroi postérieure et on l'appellera de l'adénomiose externe. Et c'est très compliqué puisque maintenant on parle de l'adénomiose diffuse, locale, mais aussi de l'endométriose externe qui infiltre le myomètre mais de l'extérieur, contrairement à l'adénomiose où les cellules endométriales migrent à l'intérieur de la cavité vers le myomètre. Et bien sûr, vous avez l'endométriose extrapéritonéale qui existe. Donc superficielle, quand est-ce qu'on peut la voir? On ne la voit pas à l'échographie, on la voit à la célioscopie. Quand on rentre, on voit ces cellules qui ont plusieurs couleurs. Elles peuvent avoir des couleurs bleutées, des couleurs rougeâtres, kystiques comme ça, ou des taches blanches quand elles sont au stade d'évolution de fibrose. Alors quand vous êtes l'endométriose profonde, elle par contre, vous ne la voyez pas à la célioscopie puisqu'elle rentre dans les profondeurs. On la verra plus dans les imageries qui font des coupes. Et donc, c'est dans les coupes qu'on verra l'intérieur des organes, comme ici, par exemple, dans l'IRM. Vous voyez ici, vous avez un nodule endométriosique qui infiltre complètement. Vous voyez, là, on a le cul-de-sac postérieur du vagin. On a l'utérus, un peu l'utérus ici postérieur. Et le nodule, ici, qui envahit la paroi donc du haut rectum. Le kyste de l'ovaire, ici, par exemple, on le voit à l'échographie. On le traite à la célioscopie. Le point d'attache, le point de pénétrance de ces cellules dans l'ovaire vont constituer un point d'attache. C'est des kystes fixés au mésovarium ou bien à la face postérieure de l'utérus. Et quand on les libère, ça va ouvrir ce point d'attache. Le liquide va sortir et c'est comme ça qu'on les traite. Mais après, il y a beaucoup de discussions autour des indications chirurgicales de ces fibromes qui ne font pas partie de l'objectif du topo d'aujourd'hui. Alors pour les localisations à distance, on va dans le cerveau, dans le diaphragme, dans le thorax, dans les reins aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré de l'endométriose. Et voilà. Et dans les zones cicatricielles. Vous, par contre, vous avez parfois, vous avez des femmes qui consultent pour une boule au niveau de la cicatrice sur le ventre. Cette boule qui grossit à chaque règle et qui fait mal et qui diminue entre les règles. C'est l'endométriose pariétale. Les cellules ont migré à travers la cicatrice et remonté vers la paroi et donc peuvent gêner la patiente. Alors sur le plan symptomatologique, c'est très compliqué, oui, puisque c'est une pathologie très hétérogène. Il y a une grande variabilité des symptômes selon que il y a des localisations sur le digestif, il y a des localisations sur la vessie, il y a des localisations sur le péritoine, donc qui va infliger des douleurs. Et donc c'est très difficile de cerner effectivement donc la symptomatologie propre à l'endométriose. Elle est très hétérogène.
Et peut-être qu'elle est expliquée par ces variétés de localisation de ces lésions. Par contre, elle n'est pas synchrone, c'est-à-dire que le degré de lésion, d'avancement de ces lésions anatomiques ne concorde pas avec le tableau clinique. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de lésions étendues dans le ventre d'endométriose alors qu'on a très peu de symptômes. Et contrairement, on peut avoir beaucoup de symptômes alors qu'on a très peu de lésions. C'est une pathologie très complexe. Ça veut dire que l'aura neurologique et la subjectivité de la douleur, elle joue à différents niveaux et la perception à différents niveaux, et donc ça rend encore le diagnostic encore plus compliqué et retarder le diagnostic justement à cause de toutes ces variations. Alors la douleur pelvienne, c'est la plus fréquente, c'est le motif le plus fréquent de consultation, et c'est la douleur. C'est la douleur qui attire notre attention. C'est une douleur, au début, elle est cyclique. Elle est cyclique, elle est rythmée par les règles. C'est-à-dire qu'elle survient pendant les règles. Et nous, les gynécos, on parle de dysménorrhée quand la douleur est rythmée par les règles. Mais on parle de dysménorrhée primaire et de dysménorrhée secondaire. Quand les douleurs apparaissent juste avant, la veille, le lendemain, on parle de primaire. Et quand elles apparaissent à la fin des règles et persistent un peu juste après les règles, on parle plutôt de dysménorrhée secondaire. Et donc, on disait que oui, l'endométriose donnait plutôt des douleurs secondaires. Donc, il faut rechercher ces fameuses douleurs qui apparaissent à la fin et qui durent un petit peu après. Ça évoque. Mais attention, ça, c'est chez la femme qui fait au début de ses lésions. Ça marche comme ça. Mais après, quand elle a plusieurs lésions sur plusieurs endroits, et quand elle arrive au stade où elle a des cicatrices et des adhérences et des rétractions, ça évolue vers le progressif. Et même la douleur, elle survient à n'importe quel moment, et voire même, elle devient chronique. Il y en a tout le temps, elle disparaît jamais. Parfois, on a des troubles de cycle qui peuvent attirer notre attention sur cette pathologie. Mais c'est la douleur qui est le symptôme, et les gens souffrent énormément. La douleur, au-delà de 3 mois, bien sûr, on parle de douleur chronique. Et en général, au bout d'un certain temps, elles ne répondent plus aux antidouleurs de palier 1, tels que le paracétamol. Et après, elle survient à n'importe quel moment du cycle. Et il faut y penser, devant les douleurs pelviennes, il faut y penser à l'endométriose. Surtout le caractère évolutif, le caractère récidivant, le caractère persistant. Il faut penser à l'endométriose. Les symptômes qui disparaissent, lorsque les symptômes disparaissent pendant la grossesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que la grossesse, elle met au repos les ovaires. Et quand les ovaires ne fonctionnent plus, vous avez une caduque pendant la grossesse, vous n'avez plus d'évolution de la menstruation, de l'endomètre et de la menstruation. Et donc, ça fait réprimer les lésions. Et donc, ça amende les lésions. Ça, c'est en faveur. Si elle vous dit, mais pendant la grossesse, je suis bien, elle dit, quand elle arrive à faire une grossesse, ça doit attirer votre attention. Et nous, on aura d'autres tests. On verra dans le test thérapeutique, quand ça répond aussi, c'est en faveur. Alors, quand cette endométriose se localise un petit peu sur le sigmoïde ou sur le rectum, elle va engendrer des dyskésies, c'est-à-dire des douleurs à la défécation. Et elle vous dit, j'ai très mal, mais elle a mal quand elle est pendant les règles. C'est là où elle a le plus de douleurs. Et parfois, les douleurs sont vraiment intenses. Et aussi des dysuries. Parfois, les patientes consultent et beaucoup d'infections urinaires, on prend à tort comme infection urinaire alors que le CBU est négatif. C'est des cystites interstitielles en rapport avec ces localisations au niveau du péritoine vésical, où parfois, elle s'approfondit dans la paroi vésicale, et parfois même... Monsieur le néphrologue va me rejoindre. Parfois même à la cystoscopie, on peut voir des lésions endométriosiques qui sortent au niveau de la muqueuse vésicale et même occasionner une hématurie. La patiente peut consulter pour une hématurie. Et c'est une hématurie cyclique qui vient à chaque règle. Et donc, il faut penser à l'endométriose. Le trouble du transit, là aussi, c'est un embarras digestif, et la patiente consultera chez tout le monde, chez le médecin interniste, chez le généraliste, chez l'urologue. C'est vrai que les symptômes sont variés, mais il faudrait rechercher le caractère cyclique, la relation avec les règles qui va attirer votre attention vers l'endométriose. Parfois, elle vient pour une masse, et la masse, vous avez compris, c'est le kyste endométriosique. L'infertilité, comment elle se voit? Vous avez vu, je vous ai dit, il y a le processus cicatriciel qui va modifier l'anatomie du pelvis, mais tout ce liquide inflammatoire au niveau du pelvis, qu'on appelle puits de la fertilité, le Douglas, va perturber l'ovulation, va perturber la réserve ovarienne, le recrutement, et même la captation et le rapport anatomique entre la trompe et l'ovaire. Et donc, c'est vrai que c'est une cause fréquente d'infertilité lorsqu'on n'a pas agi sur la maladie assez tôt, lorsqu'on a laissé évoluer la maladie tardivement. Et vous voyez que lorsqu'on n'a pas pris en charge la patiente tôt, ces douleurs vont retentir sur sa qualité de vie. Et franchement, la patiente, elle fonce dans les dépressions. Enfin, chez nous, on en a, hein, il y en a des cas, mais on les voit beaucoup plus dans les pays socio-économiquement plus développés.
Mais l'impact sur l'état de santé général, physique et mental devient vraiment, vraiment très pertinent chez ces femmes qui souffrent. Alors, oui, c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée à cause de toutes ces variations. Les symptômes, absence de symptômes devant la difficulté à concevoir, elle peut consulter pour infertilité. C'est à partir de là qu'on va trouver qu'elle avait de l'endométriose, la variation. La banalisation de ces douleurs. Parfois, elle consulte pour douleur et puis il y a des anti-inflammatoires, du coup, c'est rien et tout. Et donc, le caractère évolutif et progressif, il faut être très attentif au caractère évolutif et progressif. La douleur s'intensifie, elle devient plus importante avec le temps et elle devient plus persistante. Au début de cyclique, tout lit permanente. Donc, il faut entendre les patientes quand elles se plaignent de leur douleur. Alors, tout ça, c'est le retard du diagnostic, parce qu'une prise en charge, quand on fait le diagnostic tôt et qu'on commence à traiter ces patientes un peu plus tôt, eh ben, on arrive quand même à améliorer la qualité de vie de sa patiente et lui éviter des infertilités difficiles. Alors si pour certains d'entre vous qui font de l'échographie, ça ressemble à ça, à un kyste endométriosique, c'est finement granuleux, c'est du sang, ils contiennent du sang qui n'est pas coagulé, donc en général c'est assez homogène. Parfois on peut trouver des taches blanches en faveur de la fibrine, mais en général c'est comme ça homogène, finement granuleux. Alors sur le plan biologique, il y a beaucoup d'efforts qui